Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue au webinaire Prendre soin de soi autrement sur les médecines complémentaires. Je suis Claire Fléchon, responsable adjointe au pôle prévention promotion de la santé à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. J'ai le plaisir d'être accompagnée pour ce webinaire de Monsieur Olivier Tissot, qui est pharmacien, que je laisserai se présenter plus en détail tout à l'heure. Nous allons être ensemble pour ce webinaire pendant 1 heure, donc de 18h à 19h, sur cette plateforme, sur la plateforme Zoom. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas la plateforme Zoom, je vous explique en quelques mots, en quelques secondes, le fonctionnement. Vous pouvez à tout moment poser des questions, interagir via le chat. Vous avez en bas de votre écran, normalement, une barre avec plusieurs logos et notamment un petit logo discussion. Donc là, n'hésitez pas, tout au long du webinaire, à poser des questions. On s'efforcera, avec Monsieur Tissot, d'y répondre, soit au fil de l'eau, ou soit à la fin, voilà, en fonction vraiment des questions et nous du déroulement du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous n'aurez pas forcément à prendre la parole, il y a juste des interactions via le chat. J'espère que c'est OK pour tout le monde. Vous pouvez déjà faire, je vois qu'il y a des personnes déjà qui essayent le chat. N'hésitez pas justement à mettre un petit bonjour pour tester le chat et pour que nous, on puisse voir les questions-réponses. Vous avez en fait un onglet discussion et aussi un onglet questions-réponses. Vous pouvez vraiment jongler en fait entre ces deux onglets. Super, je vois qu'il y en a qui commencent à dire bonjour. Nous vous accueillons avec plaisir. Je vais pouvoir en fait commencer pour ne pas prendre de retard, parce que sinon, Monsieur Tissot, il n'aura pas assez de temps pour tout nous expliquer. Alors, ce webinaire, en fait, c'est une rencontre santé, est organisé par la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ce que la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, c'est une union de mutuelles au niveau régional. Elle représente et fédère les mutuelles qui adhèrent à la Mutualité française, donc au niveau national. Donc, nous avons des antennes dans quasiment tous les départements et le siège est à Dijon. Ses principales missions, améliorer l'accès aux soins en contribuant aux politiques régionales de santé publique et en participant aux débats de société. Et aussi, une de ses principales autres missions, c'est concevoir et mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé. C'est particulièrement dans ce cadre-là que nous sommes réunis ce soir, selon les orientations stratégiques régionales et les besoins territoriaux. C'est probablement d'ailleurs grâce à votre mutuelle qui vous a relayé l'information que vous avez pu vous inscrire. Voilà, je remercie votre inscription et vos mutuelles qui ont d'ailleurs relayé cette information. Alors, quelques chiffres, voilà, en Bourgogne-Franche-Comté, 123 mutuelles adhérentes, plus de 8000 bénéficiaires de nos actions de prévention en 2022 et plus de 640 actions de prévention. Mais justement, qu'est-ce que c'est en fait que la prévention-promotion de la santé? En fait, la prévention-promotion de la santé, pour faire très simple, et on en reparlera d'ailleurs à la fin de ce webinaire, c'est être acteur de sa santé. Vous avez la définition en haut du diaporama, le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci, c'est vraiment devenir acteur de sa santé. Donc nous, en fait, on puisse vous donner les moyens d'être acteur de votre propre santé. Donc, c'est un petit peu aussi notre enjeu et notre objectif ce soir sur notre thème. Donc, ça, c'est notre équipe. Vous voyez, on a une jolie photo de notre équipe prévention. On a différents domaines de compétences. La nutrition, la santé environnementale, la santé mentale
et le grand âge et autonomie, où nous intervenons en fait sur, vraiment sur les différents publics, hein, que ce soit seniors, professionnels, adultes, enfants, enfin voilà, on intervient vraiment sur différents types de publics. Et en plus justement de notre expertise en prévention, promotion de la santé, notre démarche qualité et notre pôle évaluation constituent des vrais atouts pour le pôle prévention, promotion de la santé. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui en prévention, c'est donc les médecines complémentaires, les médecines alternatives et complémentaires. Aujourd'hui, voilà, nous allons parler de ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des pratiques non conventionnelles qu'on appelle, vous avez peut-être souvent entendu parler de médecine douce, médecine parallèle, etc. On estime aujourd'hui que 7 Français sur 10 ont déjà eu recours à une de ces médecines, une de médecine douce. Elles ne prétendent pas guérir, mais prévenir plutôt les maladies, en aidant notre corps à conserver, à consolider sa résistance naturelle. On va voir durant cette heure qu'il existe beaucoup de médecines douces. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, est-ce que c'est une dernière lubie en vogue ou alors plutôt une vraie alternative à la médecine conventionnelle? Pour justement répondre à tout ça, je laisse la parole bien volontiers donc, à Monsieur Olivier Tissot, que je remercie d'avoir accepté d'intervenir sur ce webinaire. Je vous laisse la parole. Vous pouvez commencer peut-être par vous présenter un petit peu plus en détail et puis à introduire sur cette thématique. Ok, très bien. Vous m'entendez tous et toutes? Parfait. Merci Claire pour cette présentation. Donc, me concernant, je suis Olivier Tissot. Je suis pharmacien d'officine dans le Doubs, à Ornans, à côté de Besançon, à 20 km de Besançon. Je travaille sur la phytothérapie et les plantes à essence, notamment donc tout ce qui est aromathérapie. On va le développer durant cette présentation. Donc, je suis installé depuis 28 ans maintenant. Donc, il est vrai que durant mon activité professionnelle de pharmacien, j'ai pu développer quelques compétences dans la prévention et dans l'entretien conseil en phytothérapie et aromathérapie auprès de patients. Donc, c'est ce qui représente aujourd'hui le plus gros de mon activité. Bien sûr, je continue à travailler sur l'allopathie, c'est-à-dire le médicament chimique, on va dire, hein, et je ne le dénigrerai jamais, puisque aujourd'hui, nous sommes à 80 et quelques années d'espérance de vie. Il ne faut pas oublier que c'est quand même grâce aussi à nos médicaments chimiques. Par contre, où le bât blesse, c'est l'espérance de vie qu'on appelle en bonne santé. Et cette espérance de vie en bonne santé, eh bien, elle est aux alentours de 63-64 ans. Donc, être en bonne santé, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas avoir de traitement médicamenteux. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, on a peut-être beaucoup à faire à ce niveau-là. Et c'est pour ça que les médecines complémentaires vont pouvoir jouer un rôle dans le domaine de la prévention et d'être acteur de sa santé. Alors, je travaille aussi avec l'Université de Dijon. Nous avons créé il y a 7 ans un diplôme universitaire d'aromathérapie, donc d'utilisation des huiles essentielles médicinales. Et durant ces formations, on forme des professionnels de la médecine hospitaliers et ambulatoires, c'est-à-dire de ville, que ce soit des médecins, des kinés, des infirmiers, des préparateurs, des pharmaciens, sages-femmes ou autres. Et on installe avec eux, on instaure des protocoles d'utilisation des huiles essentielles. Donc, concernant le fond de notre thème aujourd'hui, je commence toujours par mon intervention sur les médecines complémentaires en essayant d'occulter complètement le terme alternatif. Malheureusement, MAC, ça veut dire médecine alternative et complémentaire. Et quand on parle d'alternatif, eh bien, ça veut dire qui remplace. Et ça, c'est quelque chose déjà pour moi qui n'a pas lieu d'être, parce qu'on ne remplace pas une médication ou un traitement médical qui a été délivré par un médecin par une médecine complémentaire. Ou par une médecine naturelle. On va justement être complémentaire à l'allopathie, c'est-à-dire à la médecine chimique, à la médecine médicamenteuse. Et c'est là qu'on aura vraiment le terme de complémentaire plutôt que le terme alternatif, comme on peut le voir sur cette slide. Donc, on va passer à la slide suivante, Claire.
si possible. Oui, je répondais juste en fait sur la conversation. Il me semble en fait qu'il y a 2, 3 personnes peut-être qui lèvent la main. Je rappelle juste que il n'y a pas d'intervention possible à l'oral durant le webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des interventions ou des questions, à les poser via le chat ou le petit bouton questions-réponses. Je passe la diapositive. Voilà. Hop. Alors donc, la médecine conventionnelle, que l'on appelle conventionnelle, donc c'est celle que je vous parlais avec la médication donc allopathique et chimique. Bien sûr, les études, eh ben, c'est la faculté de médecine pour le prescripteur et la personne qui va diagnostiquer avec une remise d'un diplôme. Mais déjà, la première notion qu'il faut que l'on ait, c'est que quel que soit l'interlocuteur que l'on va avoir dans les médecines complémentaires, cette personne n'est pas à même de savoir diagnostiquer. Le diagnostic, il n'est fait uniquement que par les médecins. Et souvent, moi, j'ai des personnes qui passent à la pharmacie et qui me disent alors, qu'est-ce que j'ai? Mais je ne sais pas ce qu'ils ont, parce que je ne suis pas médecin. Je suis quelqu'un qui va être un exécutant, quelqu'un qui va savoir manier les huiles essentielles et les plantes médicinales et d'autres thérapies aussi, mais on va avoir un diagnostic de poser. Donc déjà, le premier relais, ça va être le médecin. Donc, bien sûr, il va s'appuyer sur des traitements validés, des recherches scientifiques, des essais cliniques qui assurent l'efficacité et leur non-dangerosité. Lorsqu'on parle de médecine et de médicaments, on parle bien sûr souvent d'effets secondaires, mais il y a toujours un ratio de bénéfice-risque qui dit qu'un traitement va être bénéfique pour un patient et bien, on aura 99,5 ou 98,5 de non-effets secondaires et on aura malheureusement 1 ou 1,5% d'effets secondaires. Et là, ben, on va pouvoir être dans cette classe d'effets secondaires, mais les essais cliniques sont évalués comme ça. On va passer à la slide suivante. Donc, les pratiques non conventionnelles, donc ces fameuses MAC avec, on va parler de médecine complémentaire. Donc, comme Claire l'a dit. Excusez-moi, je me permets de vous couper, mais du coup, alors on appelle, c'est un petit peu un abus de langage. Alors, si on dit médecine alternative complémentaire, en fait, ce ne sont pas des médecines à proprement parler, finalement. C'est un peu comme un abus de langage. C'est des médecines, on pourrait parler plutôt de thérapie complémentaire plutôt que de médecine. Thérapie complémentaire, ça sera peut-être un peu plus, c'est vrai, un peu plus juste. Donc, dans ces thérapies complémentaires, eh bien, non conventionnelles, on aura des écoles qui vont être privées. On va pouvoir voir ces écoles dans la naturopathie, réflexologie, etc. Les diplômes sont des diplômes qui n'ont pas valeur au niveau national, comme des diplômes universitaires. Donc ça peut être un petit peu plus compliqué pour s'y retrouver. On le verra aussi parce qu'il faut trouver le bon professionnel. Bien sûr, les maladies, les thérapies complémentaires, elles vont pouvoir prévenir les maladies, comme on l'a dit. Elles vont aider le corps à conserver et consolider sa résistance naturelle. Et ça, c'est quelque chose, on revient un petit peu à des fondamentaux. Alors, quand on parlait de mode un petit peu tout à l'heure, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on commence à remettre en avant ce que nos anciens savaient faire et qu'ils faisaient régulièrement. Donc, les fameux remèdes de grand-mère en font partie? Pourquoi pas. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on sait remettre en avant des choses ancestrales. On va le voir tout au long de l'exposé. Et c'est de la logique. Et souvent, avec les dérives que l'on peut avoir sur la sédentarité, avec la dérive sur l'alimentation, on s'est peut-être éloigné de certains fondamentaux d'hygiène et de règles hygiéno-diététiques. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Qu'est-ce que c'est que des thérapies comme ça? C'est de remettre un peu l'église au milieu du village en disant, eh bien voilà ce que sont les fondements de cette thérapie. En fin de compte, c'est du bon sens, on va dire. Donc aujourd'hui, plus de 400 thérapies complémentaires répertoriées. Donc vous voyez que c'est beaucoup. On va pouvoir changer de slide. Voilà, donc 40%. Alors ça, 40% de Français qui ont eu recours à ce type de thérapie, avec une proportion qui augmente. Alors, ce qui fait un petit peu, qui interpelle, c'est que cette proportion augmente chez les gens qui ont une pathologie grave ou chronique. Alors, une pathologie grave, toujours le leitmotiv de dire on ne lâche pas son médecin, on ne lâche pas les consignes de son médecin, et ensuite, on va avoir une thérapie complémentaire.
de manière à essayer d'être complémentaire au traitement qu'on a, mais en aucun cas, on arrête son traitement. On va pouvoir Est-ce voir la que du slide. coup, ça peut éventuellement, effectivement, potentialiser, je ne sais pas si le terme est adéquat, Alors, un potentialiser, de traitement toute façon, médicamenteux? ça dépend des thérapies que l'on utilise. Si on utilise des thérapies, on le verra dans les différentes thérapies, des thérapies mécaniques, on ne peut pas avoir d'effets secondaires, de contre-indications avec certains médicaments. Par contre, si on commence à utiliser de la phytothérapie, de l'aromathérapie, là, on peut avoir des effets secondaires avec certains médicaments. Donc, on va être toujours prudent par rapport à ça. On va toujours avoir un certain garde-fou et puis essayer d'avoir une certaine lucidité dans les traitements que l'on va proposer, de manière à ne pas interagir avec les traitements en cours. Très bien. Voilà, donc on peut prendre la slide suivante. Alors voilà, donc on a différents termes. Alors on pourrait parler de thérapie, donc thérapie complémentaire, voilà, quelque chose qui me plaît bien dans le terme. Thérapie alternative, ça c'est un peu moins, je vous en ai déjà parlé. Thérapie intégrative, alors c'est un petit peu plus compliqué. On est dans une prise en charge globale du patient, mais ça c'est intéressant, la prise en charge globale du patient, parce qu'on ne va pas dissocier, on ne va pas saucissonner le patient en fonction des pathologies qu'il a, mais on va prendre le patient dans sa globalité. Peut-être que la médecine en France ne travaille pas sur cette globalité. Il faut savoir que la médecine, par exemple en Suisse ou en Belgique, travaille énormément sur la prise en charge globale du patient. Donc ça, c'est intéressant. Les kinés, par exemple, les kinés travaillent sur la prise en charge globale du patient, dans le sens où si vous avez mal à un genou, ils vont vous regarder et vous dire, attendez, quelle est votre posture? Est-ce que ça vient vraiment du genou? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Et ça, c'est la prise en charge globale du patient. Je pense qu'il y a vraiment toute une approche qui peut se faire par rapport à cette prise en charge globale, avec peut-être un temps de consultation qui pourrait être plus important chez les médecins, avec un peu plus d'écoute. Mais aujourd'hui, vu la carence aussi de médecins qu'on a, hein, il faut être lucide par rapport à ça, eh bien, c'est peut-être un petit peu compliqué d'avoir une prise en charge globale, mais la prise en charge globale, médecine intégrative, j'aime pas trop ce terme, mais prise en charge globale du patient, oui, là, j'adhère complètement. Alors voilà, donc ces différents systèmes, des systèmes médicaux complets, donc avec naturopathie, avec des médecines qui vont venir plus d'autres pays, comme la médecine chinoise acupuncture, des médecines qui viennent d'Inde aussi, une intervention corps-esprit, alors avec hypnose, sophrologie, méditation, psychothérapie. Il faut savoir que l'hypnose et la sophrologie rentrent de plus en plus dans certains services hospitaliers en effet pré-anesthésiant, c'est-à-dire pour préparer une anesthésie. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai que quelquefois, par exemple, des patients qui sont allergiques, j'ai entendu, notamment, ça peut être une bonne, là, pour le coup, alternative à l'anesthésie, où effectivement, on travaille beaucoup en hypnose, parce qu'il y a des personnes qui sont totalement allergiques à des produits anesthésiants. Oui, alors oui, mais aujourd'hui, alors c'est vrai, hein, mais on travaille plus en pré-anesthésie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de diminuer le dosage. Moi, c'est des gens que je rencontre dans les DU d'Aroma, justement de Dijon, c'est de diminuer le dosage éventuellement de la sédation, de l'anesthésique. Donc, diminuer. Après, complètement ne pas l'utiliser, c'est compliqué dans certains types d'opérations. Mais au moins, diminuer, ça, c'est important. Les thérapies physiques, alors là, ostéopathie, chiropraxie. Ostéopathie, c'est vrai qu'il y avait un flou artistique. Jusque-là, maintenant, on a des kinés qui deviennent ostéopathes avec des formations ou des écoles d'ostéopathie qui sont bien installées et qui durent. Hein, je veux dire, au niveau du cursus, ça va être jusqu'à 4-5 ans d'études. Donc, on arrive à avoir une approche théorique du corps humain qui est quelque chose d'intéressant. Les thérapies énergétiques. Quelle est du coup alors la différence sur une prise en charge par un ostéopathe, par un kiné, le chiropracteur? Est-ce que l'ostéopathe n'est pas le kiné, pardon, il est vraiment reconnu comme professionnel de santé et pas l'ostéopathe? L'ostéopathe, le diplôme d'ostéopathie est reconnu maintenant, avec suite à l'école que l'on peut faire. Chiropraxie, c'est plus flou. Mais vous avez des kinés qui sont diplômés d'ostéopathie ou des médecins qui sont diplômés d'ostéopathie. Donc, ils sont professionnels de santé et ils ont validé leur diplôme national
et ils ont une spécialisation en ostéopathie. Vous avez des ostéopathes purs, mais ce qui est intéressant dans l'ostéopathie, c'est que vous avez des personnes qui ont été formées sur d'un point de vue, un cursus assez long. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils ont pu vraiment faire le tour de la question et avoir le maximum d'apprentissage par rapport à ça. Les thérapies énergétiques, alors là, on a les thérapies cognitivo-comportementales, magnétisme coupeur de feu. Là, on est plus sur des médecines, des thérapies qui ne vont pas être validées scientifiquement. Alors, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis qu'on est sur des effets, comment dire, on est constat clinique sur, par exemple, les coupeurs de feu. Certains services de grands brûlés utilisent les services de coupeurs de feu ou de barreurs de feu parce qu'ils voient que ça diminue la douleur. Donc, automatiquement, on est dans vraiment le type de thérapie non validée scientifiquement, mais où on peut avoir des résultats qui sont visibles. Donc, ça, c'est intéressant. Le massage. Alors, le massage, là, on commence à être déjà quelque chose qui va être un peu différent. Pourquoi? Parce que le terme massage est normalement, il est uniquement attribué aux masseurs kinésithérapeutes, diplômés d'État. Et aujourd'hui, on a toute une flopée de personnes qui s'installent dans le massage avec des cursus plus ou moins longs. Donc, peut-être qu'on devrait utiliser un autre terme que massage. Par exemple, dans certains services hospitaliers, on parle de toucher. C'est-à-dire qu'on va toucher, on va faire de l'effleurage, on va faire du toucher, parce qu'on sait que le terme massage est plus dans le domaine des masseurs kinésithérapeutes. Donc, pour pas qu'il y ait de flou, pour pas que le patient se trompe en disant « tiens, cette personne fait du massage, donc elle est kiné », eh bien, peut-être qu'il serait plus logique d'avoir un autre terme que le terme massage. En esthétique, c'est la même chose, c'est très réglementé. En esthétique, ils n'ont pas forcément, enfin en bien-être, en fait, ils appellent ça modelage et pas massage pour pas justement marcher sur les plates-bandes des kinésithérapeutes. Ben, c'est justement l'idée, c'est ça. C'est vraiment c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence parce que n'importe quel patient ne va pas forcément se retrouver dans ce terme en disant massage, ça peut être un kiné, donc on ne va pas. Voilà, il faut vraiment que le terme soit bien isolé et bien défini. Les thérapies à fondement biologique. Alors là, on est plus dans des thérapies qui ont été validées scientifiquement. Donc là, on est dans la micronutrition ou thérapie nutritionnelle. On ne parlera pas de naturopathie avec des règles diététiques, mais là, on est plus dans l'apport des minéraux et l'apport des oligo-éléments dans une thérapie de micronutrition. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. La phytothérapie, on verra aussi, qui est l'origine de l'utilisation des plantes médicinales et de laquelle découle l'aromathérapie. Là, on est sur des principes actifs qui ont été isolés et qui ont prouvé leur efficacité, notamment dans la phytothérapie par des effets in vivo, parce que là, on a eu des effets qui ont été faits. On verra avec l'aromathérapie qu'on n'a pas d'effet in vivo. In vivo, ça veut dire c'est sur l'organisme humain dans la vraie vie, on va dire. Voilà, c'est quelque chose qui va être utilisé comme ça. La phytothérapie a été validée, l'aromathérapie est en cours avec des essais cliniques qui sont faits dans d'autres pays, mais pas forcément en France. On le verra. Alors du coup, pour compléter cette diapositive, parce que vous imaginez bien, Olivier Tissot nous a dit qu'il existait plus de 400 thérapies complémentaires recensées. Elles ne sont pas, elles sont donc distinguées en 5 catégories. Alors j'ai pu noter, par exemple, dans les thérapies manuelles, aussi tout ce qui était, vous avez peut-être déjà entendu parler, tout ce qui était technique toutes les ventouses, par exemple, les raclages, tout ce qui était moxibustion, choses comme ça. Donc, c'est vraiment stimulation d'énergie du corps. Par exemple, sur corps-esprit, eh bien, il y a tout ce qui rentre dans le corps-esprit, c'est aussi tout ce qui est hypnothérapie, oui, donc on l'a vu, relaxation, méditation, etc. Dans l'énergétique, donc oui, l'acupuncture, on va avoir aussi tout ce qui est Reiki, les aimants, les pierres, etc. Donc voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces techniques, de ces thérapies-là, peut-être déjà testé.
Nous n'avons pas pouvoir aborder chacune des thérapies. Monsieur Tissot va faire vraiment le zoom sur certaines d'entre elles. N'hésitez pas si vous avez des questions, si on peut y répondre sur d'autres. Et avant de passer, pardon, sur l'autre, bon, je vais quand même passer. Nous avons une question. Pourquoi, donc Monsieur Tissot, pourquoi les médecins en France ne font pas de prise en charge globale du patient? Le manque de médecins est assez récent, alors que la prise en charge non globale du patient date de beaucoup plus longtemps en France. C'est peut-être une question de cursus d'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage en université n'aborde pas de médecine comme la phytothérapie, par exemple. Donc, on ne connaît pas l'utilisation des plantes médicinales, qui est intéressante quand on fait une prise en charge globale du patient avec du drainage, des choses comme ça. Donc, pour moi, je pense que l'apprentissage et le système d'études pourrait peut-être faire la place justement à certaines thérapies de manière à pouvoir avoir une prise en charge un peu plus globale par rapport aux patients. Et donc, toujours Pascal qui nous pose la question, merci pour vos questions. Donc là, c'est un peu aussi une remarque et aussi une question. Donc, coupure de feu non validée scientifiquement, alors que ça marche, cela m'interroge énormément. Qui détient le pouvoir pour ne pas reconnaître scientifiquement une méthode qui fonctionne? Quelqu'un a-t-il intérêt à ce que cette méthode ne soit pas reconnue? Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais c'est vrai que ça peut interroger effectivement. Ça interroge. Ça interroge. De toute façon, on l'a vu dans les validations scientifiques, et ça ne sera pas la thématique parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui. Vous avez des études cliniques qui sont faites dans les services hospitaliers. Ces études cliniques, elles sont validées. Après, je ne détiens pas le savoir et le pouvoir de donner un avis sur qui détient la vérité. Voilà, chacun a le droit de s'adresser à un thérapeute qui soit digne de ce nom et qui soit formé par rapport à sa pratique et qui ait le don aussi par rapport à sa pratique. Mais voilà, je veux dire, moi, je n'ai pas jugé, je ne suis pas dans le jugement par rapport à une médecine par rapport à une autre. C'est un constat, mais le constat, je n'ai pas de, voilà, je n'ai pas de, Oui, c'est vrai que c'est quand même un peu complexe. à formuler par rapport à ça. On va changer, voilà. Donc ça, ce sont les différentes médecines alternatives, médecines complémentaires reconnues. Donc, on va pouvoir développer toute la slide parce que vous pouvez, voilà, on voit que vous avez différentes choses. Alors, c'est vrai que là, c'est aussi quelque chose qui a été encadré par le corps médical, par les médecins. Dans la mésothérapie, l'homéopathie, l'acupuncture et l'ostéopathie. Ce sont généralement l'ordre des médecins qui le reconnaît. Donc, si l'ordre des médecins le reconnaît, automatiquement, il va reconnaître des médecins qui sont formés à ce niveau-là. Donc, on n'est pas du tout, par exemple, la phytothérapie n'est pas dans cette médecine complémentaire reconnue. Eh bien oui, parce que peu de médecins sont phytothérapeutes. Donc, c'est pour ça que c'est très restrictif, très, très restrictif. Donc, on peut passer à la slide. Voilà, alors, pourquoi on en est là aussi, c'est qu'on a eu, par rapport à la médecine moderne, par rapport à la médication chimique, on va dire, on a eu des suspicions, on a eu des différentes, comment dire, écueils sur les médicaments. Donc, ces écueils, je vais juste illustrer deux cas qui sont arrivés sur moi pendant mon travail de pharmacien. Le premier, c'est le lévothyrox. Lévothyrox, on a eu un souci voilà, avec le lévothyrox sur ce produit. En fin de compte, ce produit, ce n'était pas une malversation d'utilisation du produit, on va dire. C'est pas malversation, une mauvaise utilisation. C'est en fin de compte un produit qui était au départ produit par un seul laboratoire avec la lévothyroxine qui était dosée sur ce produit d'une manière bien précise. Et il faut savoir… Lévothyrox pour agir sur les problèmes liés à la thyroïde. Voilà, mais la lévothyroxine, elle est dosée en microgrammes. Donc, vous voyez que c'est très, très faible, le microgramme. Et en fin de compte, eh bien, on s'est trouvé avec des génériques
qui étaient mis sur le marché avec des dosages qui pouvaient être différents du lévothyrox. C'est-à-dire que quand le lévothyrox était dosé à 125 microgrammes, eh bien peut-être que c'était non pas à 125 piles de microgrammes, mais on était à 123 microgrammes, par exemple. Et on sait que ça pouvait, cette toute petite variation de dosage, pouvait varier sur une patiente. Donc ça, c'est une erreur de dosage de médicaments. Et une fois qu'on a su faire les prises de sang et qu'on a su adapter vraiment les dosages comme il fallait, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Par contre, on a un autre médicament, le médicament de chez Servier, je suis en train de chercher le nom, mais je ne me rappelle plus, où là, on a eu un médicament qui a été, quelqu'un va peut-être nous le dire dans le chat, Ouais, je c'est un regarde. médicament. C'est un médicament qui a été prescrit, pas forcément à bon escient. Donc, c'est-à-dire qu'il a été prescrit, au départ, il était prescrit pour des problèmes de triglycérides élevés, etc. Et en fin de compte, on l'a prescrit en tant que produit minceur. Et là, ben, on a eu une AMM, c'est-à-dire une prescription qui n'était pas en fonction de l'AMM. L'AMM, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorisation de mise sur le marché du médicament. On a eu des effets secondaires qui ont été énormes. Et aujourd'hui, on a le fameux… c'est… je ne me rappelle plus. Le Oui, Mediator. mais le nom Ok. m'échappe C'est le aussi. scandale du Mediator de chez Servier. Et Ah aujourd'hui, oui, voilà, Mediator. voilà, on a un procès, mais qu'est-ce qu'il en a été de ce produit? Est-ce qu'on a eu des soucis au niveau de la prescription? Est-ce qu'on a eu des soucis au niveau de la communication du laboratoire? Quoi qu'il en soit, on a eu ce problème-là. Mais sachez qu'aujourd'hui, on a des influenceurs, ça fait un petit peu peur dans la médecine, je ne le cache pas, des influenceurs qui prônent l'utilisation d'hypoglycémiants comme certains avec des analogues de l'insuline, hein, comme Trulicity, etc., dans les régimes pour mincir. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On est tombé en rupture de ce médicament pour les diabétiques parce qu'il a été détourné de son usage premier. Vous voyez? Donc, ce problème du Mediator, on va le rencontrer sûrement dans les années qui viennent, mais parce qu'on utilise mal le médicament. Voilà, c'est surtout pour ça. On a des sites, dérives sectes gouvernement, qui vont être intéressants parce que justement, on va le voir dans les différentes thérapies, on a en face de nous un professionnel et automatiquement, eh bien, il va falloir valider le côté professionnel du professionnel et surtout sa formation. C'est ça qui est important. Et vous avez aussi les fameuses Miviludes, là, en ce moment, qui s'intéressent à des dérives de certains types de conseils de certains thérapeutes qui ne sont peut-être pas forcément en adéquation avec la pathologie du patient et qui peuvent amener des effets délétères sur le patient. Et ça, c'est important. Comment différencier les vrais thérapeutes des différents? On va essayer de voir ça en fonction des différents. Et puis, pareil, du coup, comment différencier vrai thérapeute et charlatan? On va essayer de voir ça. Alors après, n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site dérive-secte.gouv. Monsieur Tissot va vous donner aussi des conseils pour voir ça. Mais il y a une question un petit peu plus précise liée à ça également. Comment choisir, par exemple, un acupuncteur? Quel est le nom du diplôme qu'il doit avoir pour que l'on puisse y aller en toute confiance? Est-ce que vous avez la réponse? Ce serait que du coup, on ne va pas aborder spécifiquement l'acupuncture ce soir, mais ce serait que du coup, c'est quand même des fois un petit peu compliqué de s'y retrouver, quoi. Alors, l'acupuncture, il y a deux choses. Il faudra différencier, on parlera en réflexologie de l'acupression. Donc, on va différencier l'acupression, c'est-à-dire une action mécanique sur un méridien, puisque c'est le cas de la sophrologie, on le verra. L'acupuncture, pareil aussi, mais l'acupuncture, simplement qu'on va introduire des aiguilles. Donc, vous avez des médecins acupuncteurs qui sont très bien formés et qui sont très professionnels. Pourquoi? Parce que non seulement il va falloir avoir un bon usage au niveau de ces aiguilles pour faire de l'acupuncture de qualité, et il faudra aussi une hygiène irréprochable. Donc, voilà, moi, l'acupuncture, je serais… Autant l'acupression, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont formées là-dessus et qui le font sans aucun souci. L'acupuncture, je ne connais peut-être pas bien les diplômes, mais je connais les médecins acupuncteurs parce que j'en ai quelques-uns autour de chez nous. C'est des gens qui sont très professionnels
Voilà. Pourquoi ne pas se priver d'aller les Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes aussi qui nous disent ce qui marche bien quand même, c'est le bouche à oreille. Mais c'est vrai que, est-ce que du coup, le bouche à oreille vraiment nous assure du professionnalisme, ou en tout cas du diplôme des personnes? Peut-être pas, mais c'est vrai quand même que le bouche à oreille souvent fait foi dans ce genre de Oui, mais thérapie. il faut toujours être prudent, il faut demander, on va le voir hein, dans la formation des professionnels, il faut demander le diplôme et la formation du professionnel que l'on en face Il ne faut pas dessus. hésiter en fait. Ah ben, c'est pas qu'il ne faut pas hésiter, c'est on est obligé. On est obligé, moi je veux dire, vous allez pourquoi vous allez dans une pharmacie ou un préparateur, voir un préparateur ou un pharmacien, je veux dire, si vous voulez un conseil pertinent en phyto, en aroma ou en micronutrition, eh ben, on va lui demander sa formation. Et si la personne vous dit, ben, j'ai jamais eu de formation sur les plantes médicinales, ben, c'est peut-être pas le pharmacien ou le préparateur qui sera le plus à même de nous conseiller sur les plantes médicinales. Donc, vous voyez, la formation, elle a lieu dans tous Bien à sûr. tous niveaux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander le type de formation, on le verra, hein, le type de formation des différents thérapeutes. La naturopathie, la naturopathie, alors là, on va en parler parce que on a beaucoup de personnes qui se forment dans la naturopathie. Donc, c'est une médecine préventive. OK, hein, apporter les clés d'une hygiène de vie de qualité aux patients, eh bien, c'est ce que je vous disais. Là, on prend des fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va essayer de parler de règles diététiques, c'est-à-dire activité sportive, c'est-à-dire technique respiratoire, très bien, alimentation, très bien, énergétique, on maîtrise un peu moins, pourquoi pas. Par contre, on parle de massage, on parle de phytoaromatologie. Alors, phytoaromatologie, voilà. Réflexologie, hydrologie. Un bon naturopathe, pour moi, c'est quelqu'un déjà qui va faire une école qui va durer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une formation en naturopathie peut être faite sur 3 week-ends sur la Côte d'Azur. Je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais ça se passe comme ça. Et ils ont le droit à afficher en fait naturopathe et voilà. On a aujourd'hui un syndicat des naturopathes qui commence à monter au créneau. Parce que je vais sûrement choquer peut-être quelques-uns des participants en disant que sur la plateforme Doctolib, les naturopathes n'ont pas pu revenir dessus. Ils ont été, je vais dire, éjectés ou supprimés de cette plateforme. Mais pourquoi? Parce que le souci, c'est que vous aviez des vrais charlatans qui s'inscrivaient, mais il n'y avait pas que ça, parce que vous avez même des médecins qui se sont inscrits sur Doctolib en tant que médecins. Et là, Doctolib, depuis 1 ou 2 mois, commence à demander le numéro RPPS des professionnels pour être sûr de la qualité du professionnel. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question où, quand on dit on ne demande pas le diplôme, mais là, Doctolib, il ne l'avait pas demandé. Donc, c'était quand même un peu compliqué. Aujourd'hui, là, c'est complètement éradiqué. Mais alors, certains naturopathes très bien formés, qui sont très proches de leurs patients, qui font un très bon boulot, se voient courroucés de dire mais on n'a plus le droit d'être sur Doctolib, à juste titre. Parce que ces professionnels-là sont des vrais professionnels. Mais le souci, il faut faire du ménage. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir sûrement qu'il y ait un syndicat puissant des naturopathes qui valide le terme naturopathe avec des diplômes et avec une formation adéquate. Et là, on aura tout à fait confiance dans la personne qui va nous prôner les conseils et qui va éventuellement conseiller des produits, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un naturopathe conseille des produits. Alors, si vous voulez, quand vous faites de la phyto, de l'aroma, il faut à peu près 2 ans de formation à plein temps. Et quelqu'un qui va faire 3 week-ends de formation et qui va prescrire de l'oligothérapie, de la phytothérapie, de l'homéopathie et de l'aromathérapie, c'est un peu compliqué. Alors, on C'est peut vrai que donner quand des on voit règles de tous les conseil. domaines en fait d'activité, c'est quand même en plus hyper complexe, parce que l'alimentation, pareil, on ne devient pas diététicien en quelques heures. La réflexologie, c'est pareil. Coach sportif, éducateur sportif, la psychologie également. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une pratique qui est très intéressante, puisque elle, si j'ai bien compris, du coup, Monsieur Tissot, elle englobe vraiment eh bien, enfin, c'est une approche globale en fait de la santé, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais j'imagine que oui, il y a besoin en fait de connaissances quand même assez pointues pour accompagner les personnes là-dessus.
Il faut de la formation. Il faut de la formation, il faut connaître la limite, les principes. On a vu, voilà, de toute façon, c'est un esprit sain dans un corps sain. Hein, c'est quelque chose qui a été fait, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Hein, ça, c'est Hippocrate. Hein, donc, vous voyez, c'est pas d'hier. Donc, quand je vous dis et c'était des gens qui vivaient jusqu'à 25 ans en espérance de vie. Bon, il y avait beaucoup de morts à la naissance, mais c'était c'était une espérance de vie très faible. Mais on était quand même dans un esprit sain, dans un corps sain. Donc, on commence à faire un lien entre l'esprit et le corps. Aujourd'hui, on a des études. Alors, pour répondre aussi à la question de Pascal tout à l'heure qui disait en médecine, on n'a pas de prise en charge globale, il faut voir qu'aujourd'hui, on commence à avoir des études, notamment en oncologie, c'est-à-dire en traitement du cancer, de panels de patients qui sont pris en comparatif avec des patients qui vont être acteurs de leur santé, parce qu'on peut être acteur de sa santé même lorsqu'on est malade, hein, ce n'est pas un souci, au contraire, et des patients qui vont baisser les bras et qui vont subir leur maladie. Et on aperçoit qu'on a une rémission qui va être plus intéressante, donc c'est-à-dire une guérison plus intéressante chez les patients qui sont acteurs de leur santé, qui se prennent en charge, plutôt que les patients qui subissent leur maladie. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Formation des naturopathes, je vous disais, demandez le diplôme. Les données scientifiques, alors pareil, je vais décevoir aussi comme les barreurs de feu, mais les données scientifiques, on n'en a pas. En fin de compte, la donnée scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est la remontée clinique de l'évolution favorable de la santé du patient, soit de conserver sa bonne santé, soit d'améliorer sa santé et sa prise en charge par rapport à sa maladie. Les précautions d'usage, moi, je la mettrai déjà tout de suite par rapport au thérapeute, comme je l'ai dit, c'est-à-dire à la personne qui est formée, et surtout aussi par rapport au fait de certaines personnes qui vont dire on peut limiter tel médicament et on va plutôt prendre ça. Non, on écoute, on essaye vraiment, on a un tabouret qui est naturopathe, médecin, pharmacien. Et une fois que l'on a ça, il faut que le naturopathe puisse dire allez voir votre pharmacien pour voir si vous pouvez prendre telle plante avec les médicaments que vous avez, et il faut informer son médecin. En aucun cas, il faut faire des coups en douce. Il faut que tout soit sur de la bonne base et ça soit sain. Et c'est ça qui est intéressant. Et cette prise en charge globale, vraiment à fond global, c'est-à-dire aussi avec les différentes professions de santé. Il faut faire une synergie. Alors, certains patients me disent, oui, mais mon médecin me dit, il ne veut pas entendre parler de cette thérapie ou autre. À la limite, je suis en droit de pouvoir, en tant que patient, d'aller voir des personnes qui peuvent m'aider en complément du traitement que j'ai, mais je veux toujours conserver mon traitement et avoir l'avis de mon médecin. Et les dérives de la naturopathie, c'est peut-être faire, comme on a pu le voir récemment, des semaines entières de jeûne où des gens vont venir carencer, hein, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un manque de fer, ils vont avoir des choses comme ça. Alors, quelqu'un qui est en bonne forme, une semaine de jeûne, ça peut le faire. Quelqu'un qui a une pathologie, une semaine de jeûne, ça devient compliqué. Et là, on peut avoir des effets délétères sur l'organisme, et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être vraiment prudent et avoir le maximum de données, de précautions à prendre avant de faire. Les semaines de jeûne peuvent être prescrites par des naturopathes. J'ai mis prescrites parce que les naturopathes ne prescrivent pas, mais conseillent. La prescription est le domaine médical et elles peuvent être conseillées. Elles peuvent être conseillées. Vous avez des stages qui sont payants et des stages de jeûne complets. C'est un peu compliqué pour moi par rapport à certaines pathologies. Je mets toujours en garde les patients par rapport à ça. D'accord. Alors, l'aromathérapie. Je ne sais pas, pardon, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat par rapport à la naturopathie, n'hésitez pas. Du coup, on a quand même commencé à répondre effectivement aux questions, hein, comment différencier, le choisir, oui, d'accord. On passe à l'aromathérapie, alors effectivement, qui là, il me semble, c'est bien votre domaine de… Alors, je serai plus fort en aromathérapie qu'en réflexologie, qui est le dernier item. Donc, on va passer peut-être un peu plus de temps. L'aromathérapie, qu'est-ce que c'est? L'aromathérapie, c'est une branche de la phytothérapie. C'est-à-dire que pour faire des huiles essentielles et utiliser des huiles essentielles médicinales, il va falloir que l'on ait des plantes à essence, c'est-à-dire des plantes qui vont sécréter des essences, mais qui vont aussi les stocker. Et comment est-ce que l'on va pouvoir différencier une plante à essence dans la nature d'une plante qui n'est pas à essence? C'est une plante qui va avoir une odeur. C'est-à-dire quand on va prendre cette plante, qu'on va la froisser dans les mains, elle va dégager une odeur.
Donc, l'aromathérapie, eh bien, on va distiller ces plantes à essence et on va obtenir des huiles essentielles. Et avec ces huiles essentielles, eh bien, on va avoir une action thérapeutique. Alors, cette action thérapeutique, elle va être à deux niveaux différents. C'est-à-dire qu'elle va être en relation structure-activité. Ça veut dire que vous avez des molécules olfactives, on va dire, molécules odorantes qui vont être concentrées dans les huiles essentielles et qui vont avoir une action thérapeutique, mais qui vont avoir aussi des effets secondaires. Vous avez par exemple une huile essentielle qui me vient à l'idée, c'est l'huile essentielle de Gaulterie couchée, qui est une huile essentielle très anti-inflammatoire. Il faut savoir qu'elle a à peu près à 95% un principe actif dedans, une molécule que l'on appelle du salicylate de méthyle. Et ce salicylate de méthyle est proche de l'aspirine. Donc, ça veut dire que la Gaulterie n'est pas prise par voie orale, mais elle est prise par action cutanée. Elle aura une action anti-inflammatoire au même titre que l'aspirine. Donc, elle aura aussi les limites d'utilisation chez les patients qui sont allergiques à l'aspirine, donc on ne l'utilisera jamais, et chez les patients qui sont sous ABK, c'est-à-dire sous antivitamine K, sous anticoagulant, eh bien là, on n'utilisera pas cette huile essentielle-là. Donc, vous voyez que là, on a vraiment une relation structure-activité. Le processus psychophysiologique, c'est plus une relation d'olfaction, c'est-à-dire que le fait d'inhaler certains composés d'huile essentielle va amener un bien-être chez le patient, va amener soit une régulation de l'humeur, soit va limiter le stress, soit va induire le sommeil, ou va donner un petit peu de tonus aussi, comme certains monoterpènes des sapins. Donc là, ça sera plus l'olfacto. La formation des aromathérapeutes, les professionnels de santé qui veulent se former ont des formations de laboratoire ou des formations de diplôme universitaire, comme on peut le faire à Dijon, qui sont des formations validantes. Les formations en école privée, notamment dans les non-professionnels de la santé, c'est comme la naturopathie. Vous avez des écoles qui sont avec un apprentissage long, des écoles qui sont avec un apprentissage très court et qui ne donnent pas les résultats voulus sur les connaissances du professionnel. Donc, pas hésiter à demander le cursus du professionnel. Les données scientifiques, eh bien, on a beaucoup de biblioscientifiques, c'est-à-dire qu'on va puiser des essais thérapeutiques qui ont été faits, notamment aux USA et au Japon. On aura vraiment des actions des molécules aromatiques sur le symptôme de certaines pathologies, donc des symptômes qui peuvent être très variables, hein, puisqu'on peut utiliser très bien les huiles essentielles dans l'ORL avec le rhume, la toux, etc., l'infectiologie, avec les douleurs inflammatoires au niveau du système articulaire, avec le système circulatoire, système digestif, etc. On a tout un panel d'utilisation des huiles essentielles en fonction de leurs molécules. Et tout à fait, comme on a des actions thérapeutiques, on a des précautions d'usage avec des limites d'utilisation. On va les développer peut-être sur l'autre slide. On sait déjà que on ne va pas utiliser d'huile essentielle chez la femme enceinte. Chez l'enfant en dessous de 3 ans, alors on dit qu'on n'utilise pas d'huile essentielle en tant que huile essentielle, c'est-à-dire le flacon d'huile essentielle, mais on va pouvoir trouver par contre des préparations galéniques qui sont en magasin diététique ou en pharmacie, qui peuvent être utilisées chez les enfants en dessous de 3 ans parce qu'elles sont très faiblement dosées. Certains patients, on a des patients qui sont asthmatiques, des patients qui sont épileptiques. On fera très attention sur l'utilisation des huiles essentielles et on va essayer aussi de limiter ou alors d'avoir les bonnes huiles essentielles à utiliser chez les patients qui sont sous traitement médicamenteux. Donc, vous voyez que ces huiles essentielles, ce n'est pas une utilisation anodine. On peut, avec un flacon d'huile essentielle ou un demi-flacon, on peut avoir un effet létal, c'est-à-dire déclencher la mort chez un patient. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans quelque chose de très puissant. Donc, on ne fait pas une utilisation à tort et à travers de cette huile essentielle. On va toujours demander conseil à la personne qui est en face de nous, qui va être diplômée et qui va connaître les huiles essentielles comme il le faut. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines huiles essentielles, par exemple, oui, qui peuvent, si elles s'appliquent sur la peau, peuvent brûler. Il y a plein. C'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué parce qu'il me semble qu'il y a quand même énormément d'huiles essentielles différentes avec des interactions possibles, d'autres impossibles.
C'est vrai que ça paraît, moi, d'un regard un peu extérieur, compliqué de faire sa propre popote, chez soi, en fait. Il faut Ouais, il faut avoir vraiment, la connaissance. justement, avoir Ouais. ce regard professionnel, Il faut avoir le conseil. Et le conseil, vous allez le trouver chez beaucoup de personnes. Vous allez le trouver dans les magasins diététiques, dans les pharmacies. Ça, c'est déjà des points de vente que vous allez pouvoir avoir et où vous avez des vrais professionnels. Et l'huile essentielle, c'est des choses c'est un coût raisonnable, à part certaines huiles essentielles comme les licris qui va être très cher. Mais autrement, c'est un coût raisonnable. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser les portes plutôt qu'à cliquer pour acheter des huiles essentielles sans avoir de conseils et en les utilisant mal. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles low cost? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut acheter des huiles essentielles dans des magasins, dans des, voilà, peut-être pas forcément des supermarchés, mais dans des magasins comme ça où il y a… Le low cost, peu importe, peu importe le type de surface de vente. Quand on dit low cost, je cite toujours l'exemple du Rabin Zara. L'huile essentielle de Rabin Zara, c'est une huile essentielle qui est très belle. Elle vient du Cinnamomum camphora Chemotype cineole. C'est un camphrier. Elle nous vient de Madagascar. Madagascar, c'est un pays où les gens ont besoin d'argent. Un flacon d'huile essentielle de Rabin Zara en 10 millilitres coûte à peu près 8 à 10 euros en prix moyen du marché. Vous avez aujourd'hui de l'huile essentielle de Madagascar de Rabin Zara qui est à 1,50 € sur certains étals. Qu'est-ce qui fait la différence de prix? Mais la différence de prix, je ne parlerai même pas de qualité, je n'irai même pas jusque-là, parce que la qualité de l'huile essentielle, on sait qu'en pharmacie, elles sont toutes chromatographiées, donc on connaît la qualité des huiles essentielles. C'est simplement des gens qui veulent faire de l'argent et qui ont demandé, qui ne payent pas les gens qui récoltent les feuilles de Rabin Zara. Et encore pire, on a eu des abattages d'arbres pour récolter plus vite. Un arbre, il lui faut 50 ans pour pousser. Donc, on a abattu les arbres pour récolter plus vite. Et après, on a des huiles essentielles à 1,50 €, 2,50 €. Ben non, il faut savoir garder cette éco-responsabilité et certains circuits doivent prouver leur éco-responsabilité. Ça, c'est un point primordial. Est-ce que c'est possible, merci, pardon, est-ce que c'est possible d'utiliser les huiles essentielles chez tous les animaux? Alors, les animaux, on utilise les huiles essentielles chez certains animaux, les animaux d'élevage. On utilise pas mal dans les bovins et les équins, par exemple. Tout ce qui est canin et les chats, félins, etc. Alors, il faut faire attention entre les animaux de compagnie et les animaux de travail. Par exemple, si on a un chat qui va se nourrir dehors, qui va chasser la souris, etc., si on lui met des huiles essentielles pour éloigner, par exemple, les tiques ou autres, il risque d'être désorienté. C'est-à-dire que s'il part loin de chez vous, il ne pourra plus se réorienter, il ne pourra plus revenir chez vous parce qu'il aura l'odorat qui sera faussé. Un chien de travail, c'est-à-dire un chien qui va être un chien de défense, par exemple, ou un chien de concours, ou un chien de chasse, pareil aussi. Il aura son odorat perturbé. Un chien de salon ou un chat de salon, ben, ce n'est pas un problème. Donc, il faut toujours D'accord. demander l'avis du vétérinaire ou du pharmacien ou préparateur pour savoir comment utiliser ces huiles essentielles. On a plein de questions qui arrivent. Pour savoir si une huile essentielle peut guérir l'écrasement des nerfs, un médecin peut-il nous conseiller? Faut vraiment avoir comment dire, un bilan du patient pour savoir exactement ce qu'il en est. Il y a des souches, il y a des huiles essentielles qui sont très intéressantes. Une huile essentielle, par exemple, qui est très antalgique, qui calme énormément la douleur, c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang. On ne la connaît pas beaucoup, mais cette huile essentielle-là, qui est l'huile essentielle qui est plutôt de bien-être et de spa, c'est une huile essentielle qui va être très intéressante pour son action antalgique et anti-inflammatoire. Donc ça, il faudrait se rapprocher d'un spécialiste en aroma. Et moi, j'aime beaucoup cette huile essentielle pour ces problèmes de douleurs nerveuses périphériques. Est-ce qu'on peut produire nos propres huiles essentielles? Complètement. Des Il huiles suffit d'avoir essentielles les faites plantes à maison? essence. Il suffit d'avoir les plantes à essence, il suffit d'avoir un appareil à distiller. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est comme ça qu'on peut avoir des huiles essentielles. Après, l'intérêt d'une huile essentielle, c'est de savoir ce qu'il y a dedans comme molécule. Et il faut la passer dans un outil qu'on appelle un appareil, une chromato. Et nous, c'est pour ça qu'on vend des huiles essentielles en lot, parce qu'on sait exactement les molécules qu'il y a dedans. Quand on distille le romarin de son jardin, on ne sait pas si c'est un romarin à camphre, à cinéole ou un romarin à vermellone. Donc, il faudrait, voilà, c'est limitant par rapport à ça. Oui. Oui, sur le principe, c'est possible, mais il y a des… Enfin, oui, c'est Après, limitant. l'utilisation est plus dure. Oui, exactement.
Est-ce que c'est possible d'utiliser des huiles essentielles pour retrouver l'odorat, par exemple, perdu avec le Covid? Alors, Est-ce- on a eu des rééducations olfactives qui ont été faites notamment avec des orthophonistes. Donc, et ils ont travaillé aussi sur les senteurs avec des huiles essentielles, notamment de l'huile essentielle de cannelle, l'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle d'orange, etc. Et il y a un protocole qui a été mis en place par des orthophonistes. Donc, peut-être s'adresser à un orthophoniste pour savoir exactement si il a mis en place ce protocole dans son cabinet. Et enfin, et après, je vous laisse continuer, parce que c'est vrai que du coup, nous arrivons bientôt au terme de webinaire. Un bilan de médecine intégrative chez un médecin phytothérapeute, simplement pour prendre soin de soi, à un coût non négligeable, avec un bilan sanguin approfondi, une ordonnance de PS, d'huile essentielle, de produits en bio. Par contre, c'est parfait. Et pour une personne en bonne santé, sans prise de médicaments. 20 € de prise en charge par la mutuelle, à savoir qu'un vrai bilan dure environ 1 heure. C'est un peu plutôt un partage, j'imagine. Ouais, merci. C'est un partage, mais après, c'est vrai que moi, quand je forme des médecins phytothérapeutes, je leur dis toujours qu'il faut, pour l'observance, la bonne observance du patient, maîtriser le coût. Et maîtriser le coût des produits notamment. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Après, ça vaut peut-être le coup de le faire 1 ou 2 fois dans son existence parce que c'est important de pouvoir voir tout ça. On La finit avec la réflexologie. réflexologie? OK. La réflexologie, donc là, c'est une technique qui est très ancienne. Alors, ce n'est pas une technique qui vient de chez nous, hein, parce que c'était une médecine qui était notamment faite traditionnellement en Chine. Alors là, on est sur des zones réflexes, c'est-à-dire que l'on va appuyer sur des points d'acupression. On aura donc tout un ensemble, une médecine énergétique hein, avec le yin et le yang, hein, la médecine chinoise, et on va travailler sur des méridiens, c'est-à-dire sur des points d'acupression, de manière à pouvoir rétablir l'intégrité de certains organes. Donc, ça peut être intéressant parce que quand on sait qu'on appuie fortement sur l'orteil d'une personne, le gros orteil d'une personne qui a un foie qui va être un peu fatigué, eh bien, il aura une grosse sensibilité sur cette pression. Donc, voilà, on a des actions qui sont comme ça. On n'a pas une réflexologie, mais des réflexologies. On peut voir dans la slide suivante les différentes, voilà, hein, les principes, exploitation des forces du corps humain et sa capacité à se guérir lui-même. Alors, n'oublions pas que, on verra juste à la fin en conclusion, quand on est acteur de sa santé, c'est qu'on aide son corps à se guérir. Et je dis souvent, et ça va à l'encontre de ce que j'ai dit, ça va dans le même sens, pardon, de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a un professionnel en face de soi, le professionnel, il est là pour nous donner des indications bien précises sur notre manière de vivre, mais sur notre manière de manger éventuellement, notre manière de faire du sport, mais il ne doit pas nous dire comment on doit penser. Et là, ça devient compliqué parce qu'il y a certaines personnes qui prennent un ascendant sur leur patient, et dans ces cas-là, le patient va être dépendant de ce thérapeute qui n'aura peut-être pas la formation voulue, qui n'auront peut-être pas les idées par rapport à sa pathologie qui sont les meilleures pour se soigner. Et je dis toujours qu'il faut, quand on est malade, on dépend de son médecin, bien sûr, et de son professionnel de la santé, son professeur, etc. Mais on dépend de soi-même avant tout. Et voilà, ça c'est vraiment, je dis toujours, ne soyons pas dépendants de quelqu'un d'autre parce que si cette personne disparaît, si cette personne va à l'autre bout du monde parce qu'il a choisi d'arrêter ce qu'il faisait et prendre on va se sentir complètement démuni. Et là, ça c'est important de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment avoir, avoir son intégrité et de penser et de vivre pour pouvoir bien se soigner. Donc, la formation, ben pareil, vous avez des formations en école privée qui peuvent être plus ou moins longues. Donc, demandez la formation à son réflexologue. Peu de données scientifiques, mais des remontées cliniques très intéressantes sur cette thérapie. Les précautions d'usage, attention à l'enfant, femme enceinte. Hein, voilà, on est toujours prudent. Ça, c'est les réflexologues qui pourront vous le dire. Et le pied du diabétique à manier avec prudence aussi, mais les bons réflexologues le savent. Et puis, ça tombe peut-être sous le sens, mais pour avoir discuté avec une réflexologue, elle dit qu'en général, elle n'intervient pas en fait sur un pied qui est blessé par entorse ou
des choses comme ça, en fait. Le pied blessé, en général, elle laisse tranquille. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il en est par rapport à ça. Donc, prendre soin de autrement, être acteur de sa santé, ça sera notre conclusion, si vous voulez bien. De toute façon, cette slide, il faudrait la garder. Il faudrait la garder Je suis et il faut l'avoir d'accord. en tête, c'est-à-dire l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez avoir un conseil sur votre alimentation. Le conseil, vous pouvez l'avoir par votre médecin, par votre pharmacien, par votre préparateur, par votre thérapeute professionnel, il n'y a aucun souci. Évitez la sédentarité, parce que bien sûr, on va avoir des maladies cardiovasculaires, de l'ostéoporose, des choses comme ça. Exposition environnementale. Alors ça, on a un peu plus de mal à gérer. C'est la pollution, perturbateurs endocriniens, etc. Alimentation saine, certes, mais vous avez des pollutions atmosphériques que l'on ne peut pas maîtriser. Donc nous, on va essayer d'agir sur ce que l'on sait faire. Donc, on peut agir sur notre alimentation, on peut agir sur notre sédentarité, marcher 20 minutes minimum par jour. Notre corps est fait pour bouger. Voilà. Ou les personnes qui ne peuvent pas marcher, ça arrive aussi, il n'y a pas de souci. Vous achetez un petit pédalier, ça coûte 45 €, vous le mettez au pied de votre fauteuil et vous faites 40 minutes ou 20 ou 30 minutes de pédalier par jour. D'accord? Le sommeil, eh bien, il y a toute une chose à faire sur le sommeil, mais sachez que le sommeil, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un rituel de sommeil qui sera bien défini, mais on peut agir sur son sommeil. On peut agir sur son stress. Ça, on parle de cohérence cardiaque. Ça peut faire partir d'une autre intervention. Moi, je travaille énormément sur la relation huile essentielle et cohérence cardiaque avec de très, très bons résultats. Et ça, sur le sommeil et le stress, c'est vraiment… On est beaucoup sur les techniques de respiration, en fait. Techniques de respiration, la cohérence cardiaque, ça rentre dedans. Et savoir pourquoi ça marche. Qu'est-ce que le système neurovégétatif? Qu'est-ce que le système parasympathique, orthosympathique? Tout ça, c'est quelque chose, une approche qui est vraiment physique et pour moi qui est d'une logique indéniable. Et bien sûr, limiter tout ce qui est toxique avec l'usage d'excitants qui peuvent entraîner dépendance, qui peuvent entraîner des troubles digestifs et de l'addiction, etc. Donc là, on fera attention par rapport à ça. Donc en fait, c'est un peu une conclusion de naturopathie. C'est une conclusion de naturopathie, mais vous voyez que je ne suis pas naturopathe et je veux montrer qu'on peut être tous acteurs de sa santé en respectant au moins 4 items que sont l'alimentation, la sédentarité, le stress et l'insomnie. Voilà. Ça, c'est les 4 choses sur lesquelles on va agir et se donner les moyens d'agir et prendre des plantes et prendre de l'homéo et prendre de la phyto pour essayer d'avoir le maximum de résultats. On va aller vers une bonne alimentation en augmentant au maximum tout ce qui est polyphénol, parce qu'il faut savoir que les polyphénols sont des antioxydants. Donc, qu'est-ce que c'est les polyphénols? Ce sont des légumes ou des fruits qui ont de la couleur, des couleurs rouges, des couleurs oranges, des couleurs roses, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que l'on va pouvoir utiliser. On va utiliser les sardines. Je vois un petit poisson. Ça, c'est quelque chose de très important. On va s'hydrater comme il faut. On peut utiliser des oléagineux, c'est-à-dire noisettes, noix, amandes, etc. Qu'est-ce que je vais limiter? Je vais limiter tout ce qui est sel. Alors, vous voyez, dans cette petite… C'est bizarre parce que cette petite slide, on a du sel, mais on n'a pas de sucre. Et le sucre, c'est le pire de tout. Donc, on a des sodas. C'est là, c'est écrit là. Ouais. Enfin, mais oui, moi, je voudrais qu'on ait la cuillère comme la salière. Parce que souvent, on dit aux gens, attention, il ne faut pas saler parce que vous avez de l'hypertension, etc. Il ne faut pas manger trop gras, etc. Mais on oublie le sucre. Et le sucre, c'est quelque chose. N'oubliez pas, quand vous mangez une pizza surgelée, vous avez l'équivalent de 5 morceaux de sucre dans votre pizza. Donc, vous voyez, le sucre caché, il y en a partout. Un flacon de ketchup, c'est la moitié de sucre. Sans citer de nom, hein. Alors on va dire d'aromate à la tomate, je ne sais pas, mais c'est la moitié de sucre. Et la recette, vous pouvez la voir sur Internet, on vous dira que c'est la moitié de sucre. Donc, un peu plus de bouger un peu plus, s'hydrater comme il faut, manger des choses colorées et des poissons qui sont des petits poissons gras comme les sardines. Et voilà, et comme ça, on pourra faire quelque chose de bien et augmenter son capital santé. Merci beaucoup à Monsieur Tissot pour toutes ces informations sur les médecines complémentaires, les thérapies complémentaires. On a pu voir donc avec un zoom particulier sur la naturopathie, la réflexologie et l'aromathérapie, donc que ce sont des thérapies qui peuvent être très intéressantes en complémentarité de la médecine aussi conventionnelle, parce qu'il n'est pas question, si on a une pathologie particulière, si je résume bien, donc d'arrêter
un traitement médicamenteux, ne pas hésiter justement à faire appel, à échanger avec son pharmacien, avec son médecin sur l'utilisation, par exemple, d'une thérapie complémentaire qui peut être totalement bénéfique pour la santé de la personne et d'une manière aussi bien plus globale, en complémentarité de la médecine conventionnelle et des thérapies aussi complémentaires, bien sûr, être acteur de sa santé, donc alimentation, activité physique, sommeil, effectivement, gestion du stress, ce sont des éléments, on va dire, clés pour justement pour favoriser le plus possible en fait une bonne santé. Je vous remercie. Je dirais Oui. juste un petit mot pour conclure. Surtout une chose aussi, il ne faut pas oublier d'être heureux. Et Oh, ça, c'est important. oui, belle Alors, conclusion. d'être heureux, c'est pas évident parce que souvent, on me dit oui, mais moi, avec les accidents de la vie que j'ai eus, et c'est dur d'avoir le sourire, c'est dur de rire. Mais n'oubliez pas que c'est important. Et je citerai une personne, c'est Gérard Jugnot, je le cite souvent à la fin de mes conférences. Gérard Jugnot, il a dit que le rire, c'était comme les essuie-glaces, c'est-à-dire que ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Et ça, c'est quelque chose d'important, le social et le rire. Voilà, essayez de trouver du réconfort, même quand on a des accidents de la vie, pour essayer de trouver, et votre organisme saura que vous êtes heureux et votre stress va limiter et va diminuer, ça c'est important. Une très belle conclusion positive, merci beaucoup. Il y a une personne qui m'avait posé la question si c'était possible d'avoir le diaporama. Alors, ça va être compliqué en fait de vous envoyer le diaporama. En revanche, vous allez recevoir en fait dans 2 jours un mail donc de Zoom avec en lien le replay donc du webinaire. Donc, vous pourrez retrouver du coup toutes les informations, les éléments du diaporama, et vous aurez aussi dans ce mail un lien pour accéder à un questionnaire de satisfaction. Je vous en remercie par avance de bien vouloir remplir, ça prendra quelques minutes, ce questionnaire de satisfaction qui pour nous est très important dans le cadre de notre démarche qualité, puis pour évaluer nos actions. Je renouvelle encore mes remerciements, Monsieur Tissot, c'était très, très intéressant. Il y a beaucoup de personnes là qui vous remercient pour cette intervention. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses et que vous aurez bien des éléments pour prendre soin de vous, pour être acteur de votre santé. Je vous souhaite une très belle soirée à vous également, Monsieur Tissot. J'espère à très bientôt. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.